Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. C'est le grand final de la saison. Avant de nous accorder une pause estivale bien méritée, on termine en beauté avec un épisode exceptionnel. Aujourd'hui, nous recevons un véritable enfant du Cercle des nageurs de Marseille, Arshak Hovhannissian. Après 20 ans passés au club, dont 14 séjours chez les professionnels et un triplé historique en poche, le gardien emblématique s'apprête à relever le plus grand défi de sa carrière. Pour la toute première fois, il quitte Marseille pour s'expatrier et rejoindre la Serie A italienne sous les couleurs de Telimar en Sicile. Les coulisses de son transfert de dernière minute, sa relation unique avec Milos Stepanovic, la concurrence internationale et son objectif ultime pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, Arshak se livre comme jamais avant son grand départ. Vous êtes sur La Pointe, le dernier épisode de la saison, c'est maintenant. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de nous laisser des commentaires, ça nous aide grandement à promouvoir l'épisode sur les différentes plateformes. Et tu peux nous écouter ainsi pendant tes vacances, sur la serviette, dans la voiture et dans les embouteillages. Et on se retrouve à la rentrée. Dernier épisode avant de faire une pause et on pourra vous remettre les épisodes en rediffusion. Mais avant cela, on clôture avec un invité. On a le plaisir d'accueillir Arshak Hovhannissian et on verra qui prend d'autres directions que celles qu'il avait jusqu'à présent. Et pour commencer, Arshak, merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, Arshak Hovhannissian, enfant du cercle, dans l'équipe du cercle depuis 14 saisons professionnelles. Et voilà, j'ai commencé le water-polo à 8 ans, donc ça faisait 20 ans en tout que j'étais au cercle, gardien de but. Arshak, comment tu es venu au water-polo ? Alors, j'ai commencé un peu par hasard. Je suis pas du tout un enfant du cercle dans le sens où j'avais mes grands-parents qui étaient membres du cercle. C'était mon beau-frère qui était inscrit au cercle. Il nageait au cercle, tout simplement, en tant que membre. Et en fait, il m'a demandé un jour par hasard si je voulais venir nager avec lui et faire du water-polo. Donc, j'ai dit oui. À l'époque, c'était à l'époque de Pétard, donc j'ai vu l'équipe élite s'entraîner. Et quand il m'a proposé, j'ai dit oui. Donc après, j'ai pu faire dans la foulée un essai avec Olivier Chandieu, qui était entraîneur à l'époque des jeunes. Et j'ai commencé comme ça. Est-ce que tu as commencé dans le champ ou est-ce que tu as été directement dans la cage ? Non, j'ai commencé direct gardien de but parce que j'avais un peu le morphotype du gardien. J'étais plus mince que maintenant, quoi, on va dire. Avec des jambes un peu longues, des bras longs pour un enfant de mon âge, on va dire, de l'époque. Et je nageais pas vite, donc j'étais meilleur dans la cage que dans le jeu. Est-ce que tu as commencé par d'autres sports ou Non, j'ai fait que du water-polo. J'ai jamais fait d'autres sports en club. C'est le seul sport que j'ai fait et que j'ai continué. Est-ce que tu as vu à un moment donné que chemin faisant, tu nous as parlé des équipes de jeunes et tout ça, est-ce que tu as vu assez rapidement qu'il y avait peut-être une fenêtre qui s'ouvrait pour toi vers l'équipe première en tant que premier ou deuxième gardien ? Est-ce que tu as vu assez rapidement quand même que tu avais un avenir dans cette discipline ? Vers 13-14 ans, je dirais, ouais, quand j'ai commencé vraiment on dirait à 14 ans, j'avais commencé à faire mes premiers entraînements avec l'équipe pro et j'étais pas trop mal, on va dire, déjà à l'époque et dans les catégories de jeunes. Mais on va dire, c'est vraiment quand à 15 ans, je suis rentré dans le groupe pro avec Olivier Chandieu, qui était entraîneur, qui était mon entraîneur et qui est passé entraîneur des équipes élites. Et je suis passé dans le groupe pro et à 15 ans, je me débrouillais quand même pas mal pour un jeune gardien de 15 ans. J'arrivais quand même à faire des arrêts à l'entraînement, ce qui était quand même sur des joueurs de ce niveau-là. Donc je me suis dit que il y a moyen de faire quelque chose si on bosse et si on est rigoureux. Dans ce rôle un peu particulier de gardien, qu'est-ce qui t'a plu ? Alors, gardien, évidemment, c'est un rôle décisif dans une équipe qui peut faire pencher la balance, se gère du bon comme du mauvais côté. Qu'est-ce qui t'a plu ? Est-ce que tu as été emballé tout de suite par ce rôle-là ? Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce rôle-là ? Ouais, c'était vraiment un poste qui me correspondait dans le sens où j'ai un tempérament quand même assez calme. Je suis pas quelqu'un de très extraverti. Donc, c'est un poste où il y a beaucoup de nerveux, on va dire. Et c'est un poste vraiment, bien sûr, qui est axé sur le physique, sur les qualités athlétiques, tout ça, mais c'est vraiment un poste
avec l'expérience, avec l'anticipation, avec toutes ces choses-là. Ou voilà, sûrement des gardiens qui sont bien meilleurs que moi au niveau athlétique, au niveau technique, mais moi je compense ça par une manière de jouer un peu différente, avec un peu plus d'anticipation, de choses comme ça que j'ai essayé de mettre en place au fil du temps, et ça correspondait avec mon tempérament, un peu d'analyse, d'être quelqu'un en retrait. Donc ça, c'était un poste qui me correspondait, avec mon caractère, on va dire. C'est quoi ta plus-value justement dans ce poste et qui t'a permis véritablement d'arriver à rallier l'équipe première? Premièrement, je dirais, c'est quand même, entre guillemets, ma rigueur, au niveau de l'entraînement, parce que je me souviens quand j'étais jeune, je ratais vraiment pas un entraînement, quoi. J'étais vraiment rigoureux sur les entraînements. J'y allais vraiment tout le temps, même des fois limite malade ou pas dans un état, pas en état d'aller à l'entraînement. Je voulais quand même y aller, donc ça avait vraiment créé une espèce de discipline chez moi. C'était une bonne chose. Et après, je pense que c'était le fait que ça m'a vraiment, le poste de gardien de but, c'était vraiment un poste pour moi où c'était un sport individuel, enfin, c'était un sport individuel dans un sport collectif pour moi, parce qu'on est un peu tout seul, dans le sens où voilà, si on arrête les ballons, c'est normal, et si on prend le but, c'est notre faute, quoi. Donc ce rôle-là, un peu avec cette double pression, ça me plaisait, et j'avais quand même un peu des qualités quand j'étais jeune. Donc le fait d'être pas trop mal aussi, ça, voilà, ça crée de l'enthousiasme, et on a envie de continuer. Juste pour les gens qui savent pas trop comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu fais grosso modo à l'entraînement en commun? Est-ce que tu fais tout l'entraînement en commun? Je parle de la natation. En commun avec l'équipe, les séries et tout ça, ou tu bascules très rapidement vers un entraînement personnalisé de gardien à part, avec une préparation donc spécifique, ou comment ça se passe? Non, généralement, on va dire le matin. Donc généralement, on a une muscu. Faut faire vraiment depuis le début. Bon, on a une muscu, des gardiens adaptés, donc qui va être plus axée sur les jambes, sur l'explo, tout ça. Ensuite, donc on arrive dans l'eau vers 10h, 10h15, et on va avoir, eux, ils vont avoir la partie natation. Ils vont nager selon les jours, 2 bornes et demie, 3 kilomètres, et nous, on va faire comme un échauffement avec, voilà, du catenage, des choses comme ça. Et selon le moment que c'est, si c'est on a la veille d'un match, on va plus faire de la vitesse, des choses comme ça. Si on est dans des phases de prépa physique, on va plus faire des jambes, ou des séries longues avec un peu comme des circuits où on va faire du PAP, on va s'arrêter, on va faire du medicine ball, on va faire des sauts, des déplacements, on va repartir, des trucs un peu plus cardio. Et le soir, ça va être vraiment très souvent un échauffement un peu seul pendant 20-25 minutes, et après on va enchaîner direct avec la transition, des contre-attaques, des matchs. Donc c'est surtout le matin, la partie dure, et avec beaucoup de shoot aussi. Est-ce qu'il y a un entraîneur pardon dédié pour les gardiens au cercle? Je sais qu'il y a eu Jean-Marie Olivon à un moment donné. Est-ce que vous avez quelqu'un comme ça qui est dédié pour vous? Bah, on a, de manière occasionnelle, il le fait pas souvent parce qu'il a pas le temps, il doit s'occuper des joueurs. Il y a forcément Miloš qui le fait quelquefois avec nous, mais généralement au quotidien, là, depuis plusieurs années, c'était tout le temps Quentin Chipotel qui nous faisait les échauffements, et voilà, tous les trucs. Donc c'était Quentin Chipotel là, et quelquefois il y avait Miloš, mais c'était, on va dire, voilà, les deux, mais surtout Quentin. Dans ton parcours, donc tu as pas forcément été le gardien numéro 1 du cercle. Tu étais en concurrence importante, et cette dernière année, on y reviendra un petit peu plus tard, peut-être encore plus que les autres. Est-ce que justement, avec les autres gardiens qui sont passés au cercle, quelle relation tu avais avec eux? Est-ce que vous travailliez des choses? Est-ce qu'il y a eu de la transmission? Comment ça se passait? Non, j'ai toujours eu une bonne relation avec tous les gardiens qui sont passés, pour faire un peu le récap depuis le début, que ce soit avec Garso, Rističević, Miloš, Lazovic, Stesanovic, parce que j'ai quand même vu passer que des gardiens de niveau international, mondial. Donc ça a été un gros challenge, ça a été une grosse adversité, mais j'ai appris de tous les gardiens. J'ai quand même tissé des liens avec eux, et voilà, j'ai essayé de rester prêt à chaque fois que l'occasion se présentait. Mais j'ai toujours eu de bonnes relations, et jamais eu de coups fourrés ou de mauvaises choses. Et est-ce qu'il y a un gardien qui enfin, dans ceux avec qui tu as pu t'entraîner, qui t'ont marqué plus qu'un autre? Et est-ce que tu avais un modèle de gardien qui t'a inspiré aussi dans ta carrière?
Quand j'étais jeune, c'était plutôt Rémi Garceau, parce que c'était vraiment le premier que je voyais au cercle, même si je pense qu'on a un style de jeu qui est différent, parce que Rémi, c'était plus, voilà, on disait c'était un ordinateur un peu. Donc, moi, je suis on va dire, j'ai un style de jeu un peu moins, on va dire, j'ai un style de jeu un peu plus basé sur l'anticipation, un peu plus explosif peut-être, on va dire. Mais je dirais Rémi, et peut-être dans la rigueur, dans la discipline, dans tout cet aspect-là, Miloche, que je suivais déjà et qui était un peu un des gardiens de qui je m'inspirais, parce qu'on a un peu le même. Souvent il fait il faisait, c'était l'un des meilleurs gardiens du monde, mais il faisait 1m85, donc moi j'étais pas loin de sa taille, même si je suis plus grand que lui. Et donc c'était un gardien de qui j'essayais de m'inspirer. Donc après le fait qu'il soit arrivé au cercle, j'étais quand même content, parce que j'ai pu apprendre beaucoup de choses de lui, et ça a été vraiment, vraiment bénéfique pour moi. Arshak, quelle est la principale difficulté dans ce rôle de gardien? Moi, j'ai vu au fur et à mesure des années, au fil du temps, une qualité de shoot chez les joueurs qui a grandement augmenté, que ça soit au niveau de la puissance, des trajectoires et surtout de la fixation et de la circulation du ballon. Donc, ça rend quand même le rôle du gardien beaucoup plus difficile, parce que j'invite les gens de temps en temps sur une zone moins à oublier le ballon, mais à regarder que le travail du gardien. C'est impressionnant. Comment t'as ressenti ça un peu, cette évolution, et la principale difficulté sur les shoots, c'est quoi selon toi? La lecture, la trajectoire, la force? Comment tu vois ça? Moi, je dirais, parce que chaque shooter a un shoot différent. Moi, j'ai connu des shooters qui avaient des shoots très puissants, mais que j'avais beaucoup moins de mal à arrêter que des mecs qui avaient des shoots vraiment pas très puissants, mais que je savais jamais à quel moment le ballon allait partir. Donc, chaque shoot était différent. Donc, j'avais vraiment une adaptation technique qui était différente selon le shooter. Donc, il y a des moments, j'allais être plus souple sur les bras, donc moment plus fort sur les jambes, donc moment où je savais que le mec sur les deux premières fixes, limite, je pouvais laisser les bras au fond de l'eau, parce que je savais qu'il shootait jamais au bout de la première ou la deuxième fixe. Donc il y avait tous ces aspects-là, et au fil du temps, c'était un peu, j'ai développé un peu c'est surtout au cercle, en fait. Vu que je suis resté toujours au cercle, de tous les shooters entre guillemets au fil des années, bah je les connaissais dans le championnat, que ce soit à l'entraînement. Et donc après, j'avais une adaptation naturelle qui se faisait quand j'avais voilà, un shooter en face de moi. Donc quand j'ai Thomas Vernou, j'ai Hugo Crouzia, donc je sais comment en fait je dois me mettre, en fait. Donc après, il y a une adaptation un peu naturelle qui se fait. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu au fil du temps. Et après, ce championnat de France, je le connais depuis très longtemps. Donc il y a des joueurs, après, tu connais un peu les secteurs de tir, mais c'est vrai que l'évolution des shooters, c'est devenu impressionnant, parce qu'aujourd'hui, je trouve que des fois, sur une série de 10 shoots, des fois, les mecs, ils arrivent à te mettre 7, 8 shoots vraiment dans les lucarnes, en poteau rentrant. Donc, la moindre brèche, c'est vrai que sur les meilleurs shooters, c'est quand même impressionnant, ouais. Est-ce que tu as alors on devrait pas le dire, mais est-ce que tu as une bête noire? Quelqu'un avec lequel, bah, pas que tu y arrives pas, mais où tu es en difficulté plus qu'un autre, parce qu'il arrive à te contourner, qu'il arrive à marquer? Est-ce qu'il y a des shooters comme ça? Les shooters ont des gardiens qu'ils aiment pas, et je suppose que l'inverse est vrai aussi. Est-ce qu'il y a des shooters comme ça sur lesquels tu as un peu de plus de difficulté que les autres? Depuis qu'il a commencé à arriver, je pense pas que ce soit ma seule bête noire, mais bon, on va dire, voilà, Thomas Verneau, c'est vraiment la bête noire de, je pense, un peu tous les gardiens. Mais un peu moins qu'avant quand même, parce que je pense que les joueurs maintenant, ils savent, par rapport à voilà, ce match à Doha, les gardiens, les équipes savent un peu plus on va dire ça, dans ces secteurs de shoot, avant qu'ils soient méconnus, entre guillemets, si je peux dire ça. Mais je dirais, pour moi, oui, c'est Thomas Verneau, pour citer que lui dans mon équipe. Et en championnat de France, si j'en avais eu un, à l'époque, quand il y avait Oscar Carrillo à Aix, j'avais eu beaucoup de mal sur lui. Mais voilà, sinon, je dirais, pour moi, clairement, c'est Thomas. Tu as parlé tout à l'heure donc tu as eu en tant que coéquipier Milos Sepanovic, et maintenant il était ton entraîneur. Quelle relation vous avez gardée? Enfin, comment s'est passée la relation entre justement d'être coéquipier, d'être au même poste, d'être un petit peu en concurrence, même si elle peut être saine, et à devenir entraîneur? C'était, comme je l'avais dit récemment dans le post que j'avais fait sur Instagram, c'est quelqu'un avec qui j'ai créé un lien vraiment incroyable. C'est donc j'ai joué avec lui. Ensuite, il est devenu entraîneur, et notre relation est devenue encore plus forte, je pense, quand il est devenu entraîneur, parce que voilà, bon, forcément, il était gardien, donc je suis gardien aussi, donc on se comprenait. Et au-delà de ça, voilà,
il y avait ce truc il a toujours tout fait pour essayer de me faire jouer le plus possible, même si lui, il avait une forme de culpabilité où il trouvait qu'il me faisait pas assez jouer, alors que moi, c'était déjà, statistiquement, je jouais 70-80% des matchs, quasiment sur les matchs de championnat de France, je parle. Donc après, voilà, la Ligue des Champions, je jouais quand il y avait un des gardiens qui était en méforme, qui était blessé, mais quand j'étais avec lui, j'ai jamais ressenti ce truc d'être deuxième gardien où j'étais vraiment, faisais partie intégrante de l'équipe. Donc j'ai vraiment développé une relation humaine, puis comme j'ai dit, qui est au-delà du sport. Et c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup compté pour moi et que c'est quelqu'un avec qui j'espère pouvoir, si un jour de retrouver s'il entraîne ailleurs en club ou s'il reste au cercle, de retrouver en tant que coach parce que c'était vraiment quelqu'un qui j'ai énormément d'estime. Il y a eu donc des matchs en Coupe d'Europe. Tu as dit, on te voyait régulièrement sur la feuille au championnat de France à jouer, mais en Champions League, tu avais commencé la campagne et ensuite tu as été remplacé au profit de Brodie McKnight. Quelle explication à ça? Parce que nous, on l'a vu de l'extérieur, un peu surpris. Comment toi, tu l'as, par rapport à ce que tu viens de nous dire là, peut-être pas forcément mal vécu, mais comment ça s'est passé Non, honnêtement, j'allais pas dire je m'y étais préparé, mais je savais qu'en venant et qu'en voyant le niveau qu'il avait à peu près, je savais que il y aurait eu au moins peut-être 1 ou 2 matchs où il aurait peut-être joué à ma place, parce que, enfin bon, je m'étais pas dit que j'allais mal jouer et qu'il jouerait à ma place, mais bon, je me suis dit c'était possible qu'il y ait un moment, voilà, qu'il joue peut-être 1 ou 2 matchs à ma place, si j'étais dans une phase de méforme. Donc, quand c'est arrivé, j'étais pas si inquiet que ça parce que j'ai eu par le passé des moments pires que ce que j'ai eu là. Quand il y a eu 2 moments où j'avais perdu mon niveau aussi, où j'avais eu des grosses méformes et je savais que j'ai toujours réussi à relancer la machine pour retrouver mon niveau, comme ça a été le cas là-bas cette fin de saison avec le surf. Mais non, j'ai rien sur le côté mental, ça a été un peu compliqué, mais la devise, ça a toujours été la même, de continuer à travailler, de s'entraîner plus et de faire ce qui marchait avant. Donc, j'avais pas eu d'alerte si énorme que ça par le fait de m'être remis en question avec Miloš ou avec le préparateur physique Pierre-Antoine Raffaelli pour essayer de trouver des solutions. À chaque fois, on te l'annonce combien de temps à l'avance que, tu vas peut-être que tu vas pas être dans les deux gardiens, ou, à contrario, que tu vas être le gardien titulaire. Le match est le samedi, tu le sais quand à peu près? Un jour, 2 jours avant? Comment ça se passe? Oh, désolé, quel match tu parles? N'importe quel match, quand est-ce qu'on t'annonce que tu Ah, vas pas quand est-ce qu'on t'annonce que tu vas pas jouer du tout, que t'es pas dans les deux, et quand est-ce qu'on t'annonce que ça sera toi le titulaire? c'est avec Miloš, bon, tu sais jamais, tu sais toujours au dernier moment, donc c'est toujours la veille, voire même certaines fois le matin du match. Généralement la veille, le vendredi soir, et que ce soit titulaire ou deuxième, c'est pareil. Donc faut un peu adapter sa préparation, mais bon, enfin, pour moi ça change rien parce que je sois titulaire ou c'est gardien, je me préparais de la même manière parce que je savais que j'allais être amené à jouer dans les 2 cas, quoi. J'avais une grande chance d'être amené à jouer dans les 2 cas. On voit beaucoup de choses qui sont différentes de notre époque à nous. C'est-à-dire qu'avant, si tu veux, t'avais vraiment le gardien numéro 1, et puis t'avais le gardien numéro 2 qui, des fois, mettait même pas un pied dans l'eau de la saison, ou de temps en temps comme ça. Maintenant, on voit quelque chose de nouveau quand même, c'est des changements de gardien dans le match qui peuvent être multiples. C'est-à-dire que ça a été le cas, par exemple, sur la finale retour, Biatch est sorti et puis est re-rentré, et on voit beaucoup de ça. Soma Vogel, ça lui est arrivé aussi pas mal de fois. On change le gardien, je sais pas trop si c'est pour espérer un espèce de petit choc psychologique ou quoi, et puis on fait rentrer le deuxième gardien qui, lui, à son tour ressort. Ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport à avant. Comment tu vis ça, où on te dit à un moment donné, allez, tu rentres, c'est à toi, et puis bah tu sors 3, 4, 5, 10 minutes après? Bah, moi, je pense que je suis quelqu'un qui est bien placé pour répondre à cette question parce que j'ai été deuxième gardien pendant longtemps et j'ai dû, au fil des années, créer, si on peut dire ça, des process vraiment pour réussir à être prêt si j'étais amené à rentrer pendant le match. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. C'était beaucoup plus hiérarchisé à l'époque, si on peut dire ça, dans les années 70, 80, 90, même jusque dans les années 2000. Mais je pense que c'est une bonne chose parce qu'au final, le plus important, c'est que l'équipe gagne. Donc, soit avec le premier et le deuxième, c'est pas si important que ça. Mais
Je pense que c'est compliqué quand même quand tu as pas joué du match, de rentrer même à la mi-temps, au troisième, de réussir à être vraiment bien échauffé, bien prêt mentalement. Mais voilà, je pense qu'il faut essayer des choses qui font que, par exemple, moi, il y avait des moments, je savais que voilà, j'essaie par exemple toujours de sauter dans l'eau entre les cartons, par exemple. En Ligue des Champions, je faisais ça. Et je sais qu'il y a des matchs, par exemple, quand j'étais rentré à 2-3 ans, quand j'avais joué contre Spandau, où j'étais rentré à la mi-temps, contre Barceloneta au Cercle, même si on avait perdu. Il y a 2-3 ans aussi, quand ils étaient entraînés par Fatovic, et qu'il y avait Perron, l'année où il y avait encore Perron là-bas, je sais que ça m'avait bien aidé voilà, de rester un peu près comme ça, au lieu de rester sur le banc. Même des fois de faire des petits sauts derrière le banc, tout ça. Donc, faut chacun trouve son process. Mais dans tous les cas, ouais, ce sera toujours beaucoup plus dur que de commencer sans commencer le match, quoi. Euh, Arshak, il y a beaucoup d'étrangers qui jouent au cercle et beaucoup d'étrangers qui passent, hein, donc je vais pas tous les citer, mais avec des noms quand même assez prestigieux. Et puis parmi ceux-là, il y a quand même un gars qui est resté 3 ans, qui s'appelle Andrea Perlenovic, qui a un palmarès quand même qui est 2 fois champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, 4 ou 5 Ligues des Champions. Est-ce qu'il apporte vraiment un devoir d'excellence aux entraînements, à tous les entraînements? Est-ce que c'est quelqu'un qui a laissé une empreinte, je suppose que oui, une patte sur le club et commencer de s'entraîner avec un joueur comme ça? Moi, bon déjà premièrement sur le côté humain, j'ai eu la chance d'avoir créé une très belle relation avec lui. C'était quelqu'un avec qui j'ai pu passer de super moments. Donc ça, j'ai pu voir un peu plus le côté plus beaucoup, enfin voir en plus en fait vraiment l'homme au-delà de l'athlète. Donc mais voilà, c'est un joueur vraiment exceptionnel avec une intelligence de jeu, un QI water polo qui est vraiment, voilà, c'est dur de trouver des mots. Il avait vraiment un coup d'avance. C'est vraiment le chef d'orchestre, quoi. Donc pour moi, un joueur vraiment au-delà du palmarès, un joueur incroyable, mais vraiment oui, un leader sûr et en dehors des bassins. Mais voilà, mec, juste à le voir s'entraîner, tu apprenais quelque chose, quoi. Donc tous les mouvements, tous les gestes, tout ce qu'il faisait, ça, il faisait rien au hasard. Donc non, c'était sûr, il a laissé un héritage au cercle. Et le fait de l'avoir eu, ça a amené, on a tous élevé notre niveau de jeu, quoi. Donc et sur le côté tactique, il a vraiment énormément apporté pendant les années où il était au cercle. Arshak, tu fais partie d'un club très très fermé avec Romain Marion Vernou, Thomas Vernou et Pierre-Frédéric Van Peperstraat, même s'il a été absent lors de la dernière finale, à avoir remporté 2 fois l'Eurocup. Donc 2 Eurocup puisque tu étais de l'aventure de 2019 et tu étais à nouveau de cette aventure de 2026. C'est quand même pas rien de gagner une Coupe d'Europe, 2 Coupes d'Europe dans un club français. Qu'est-ce que tu retires de ça? Est-ce que les deux ont la même saveur? On a grandement vibré, comme tu le sais, sur le gain de cette 2e Eurocup. Qu'est-ce que tu retires de ça? Ah, déjà, c'est vrai que quand je fais je prends un peu du recul, c'est vrai que c'est assez incroyable. Il y a, enfin, je suis d'ailleurs même le seul, si on parle juste des gardiens français à même l'avoir gagné. Il y a aucun gardien français qui l'a gagné. Alors, on l'a gagné 2 fois. J'aurais jamais pu imaginer ça. Donc, c'est exceptionnel, c'est assez inédit. Mais, je dirais quand même, la première fois, c'était incroyable, mais j'étais encore peut-être un peu jeune pour réaliser. Mais la deuxième fois, surtout pour enfin entre guillemets la petite anecdote, jusqu'au dernier moment, j'étais proche de jouer la finale parce que Tesalovic il avait une douleur à la hanche. Donc c'est vraiment les deux dernières semaines. Le stage qu'on avait fait à Reco, c'est moi qui avait joué tous les matchs en tant que titulaire. Il était même pas là, il était à Marseille pour des soins. L'entraînement, là, 2 jours avant qu'on avait fait à Toulon, en piscine découverte, c'était moi qui avait fait tout l'entraînement. Vraiment, j'avais tout fait jusqu'au dernier match. Et au Miloche, il m'avait vraiment conditionné comme si j'allais vraiment jouer, quoi. Donc, mais non, c'était quand même exceptionnel, même si j'ai pas eu la chance de jouer sur ces 2 finales. C'est inédit et ça m'a amené vraiment beaucoup d'expérience voilà, pour le futur, pour ce qui m'attend. Alors, t'as pas joué les 2 finales de Coupe d'Europe. Par contre, t'as joué les 2 finales du championnat, 2 fois 32 minutes. Est-ce que, alors, comment formuler ça? Est-ce que Miloš, je pense que je sais pas quand est-ce que t'as annoncé au club. Alors, à l'issue de la finale, j'avais dit que j'avais
le son était pas très bon lors de la petite cérémonie que le cercle a fait. J'avais compris que tu quittais le cercle, mais je savais pas si tu arrêtais le polo, si tu partais quelque part. Donc, je suppose que tu as annoncé au club donc que tu partais. Et est-ce que c'est une espèce de forme de, je vais pas dire de récompense, mais en quelque sorte, et de gage de confiance que Miloš t'a formulé en te donnant les clés de cette finale sur les 2 matchs en entier? C'est une belle chose, ça. Euh, ouais, c'était vraiment super. Mais non, c'était pas, honnêtement, pour en avoir parlé avec Miloš, c'était pas du tout lié au fait que je partais. Il m'a tout simplement fait jouer. D'ailleurs, pour revenir un peu en arrière, la saison dernière, j'avais les 2 finales contre Aix, j'avais tout joué aussi en tant que titulaire. Et il y a 10 ans, j'avais joué la finale aussi à Strasbourg qu'on avait gagné avec à l'époque avec Malara. Donc c'était quasiment ma 4e finale de championnat de France en tant que titulaire. Si on comptait aussi les tournois où il y avait c'est des différents tournois quand il y avait la formule avec les tournois à Noisy, à Marseille. Donc mais c'était surtout par rapport encore une fois à la blessure de Tesanovic qui était voilà qui avait sa douleur à la hanche et parce que j'avais tout simplement retrouvé vraiment mon niveau en fin de saison. J'avais vraiment retrouvé mon niveau, j'étais vraiment je me sentais super bien à l'entraînement et Miloš il le voyait tout simplement. Donc et puis il y a aussi un aspect je sais pas si Miloš il le prend en compte mais aussi sur le fait que quand il me met titulaire en championnat de France, surtout sur une finale, il peut mettre un étranger de plus dans le champ de jeu. Et entre guillemets, vu que bon, en finale, j'ai été pas trop mal, on va dire. Sur les 2 finales, ça entre guillemets, ça élève un peu plus le niveau de l'équipe que d'avoir un Tesanovic et d'avoir juste 4 étrangers dans le jeu au lieu d'en avoir 5. Donc il y a cet aspect-là, mais non, c'était vraiment parce que en championnat de France, il m'a toujours fait jouer, il m'a toujours fait confiance. Les 2 demi-finales contre Nice, j'avais joué aussi. Et puis, tout simplement, j'avais répondu présent au match aller. On a gagné 27. Donc, après, il m'a remis en finale et il avait confiance en moi, quoi. Est-ce que tu peux nous donner, donc Frédéric a dit, on savait pas trop si tu arrêtais le polo ou pas, donc finalement on sait que tu n'arrêtes pas le polo, que tu pars à Telimar, donc en Sicile, championnat italien, l'équipe qui donc qui se maintient en première division italienne. Est-ce que tu peux nous donner les coulisses un petit peu de ce transfert? Alors, à la base, j'avais pas du tout de contact avec ce club. Moi, j'avais eu un peu, on va dire, je parlais entre guillemets, on va dire, avec des joueurs qui jouaient en Italie, dont Lazovic qui avait joué à Trieste. J'avais eu aussi, mais ça c'était un peu après, enfin pendant quasiment la finalisation du transfert, Negri, le deuxième gardien de Recco. Et voilà, j'ai surtout eu en fait Mike, qui était, si on peut dire, un peu mon correspondant pour l'Italie, parce que bon, c'est les années qu'il a fait là-bas, la carrière qu'il a fait là-bas. Donc c'est un peu lui qui a fait les discussions en amont avec le président de Telimar, qui leur a donné tous les feedbacks positifs qu'il voulait avoir sur moi, quoi, pour parce que c'était beaucoup quand même, c'était voilà, Mike il a engagé aussi sa crédibilité, donc je sortais aussi quand même d'une bonne, vraiment une bonne fin de saison avec le Cercle, donc c'était aussi le moment vraiment de rebondir là-dessus. On a fait un triplé historique, j'avais joué toutes les finales, toutes les demi-finales du championnat, donc les clubs, donc c'était un moment aussi de mettre ça en avant. Et donc tout ça, ça a fait un peu, ça a fait que on est arrivé à un accord avec Telimar. Honnêtement, à la base, j'avais eu aussi des discussions avec Šibenik. J'étais proche d'y signer. Il y avait eu Petkovic qui avait essayé vraiment de pousser pour moi, mais en Croatie, c'était un peu plus compliqué. Sans il m'a dit qu'il y avait une taxe maintenant de 10 000 euros par an pour des joueurs, tout joueur au-delà de 24 ans. Il y a une taxe de 10 000 euros à payer. Donc déjà, ça faisait un coût financier conséquent pour les clubs croates. Et c'est une politique sur le côté politique aussi. En Croatie, ils veulent plus voilà, faire jouer des joueurs croates, des gardiens croates, ce qui est normal et compréhensible. Mais pour Telimar, quand ça s'est fait, honnêtement, j'étais très très content et c'était quand même quelque chose d'énorme pour moi parce que je suis quand même aussi le premier gardien français à aller jouer à l'étranger. Si je me trompe pas, le troisième joueur formé au cercle à aller jouer à l'étranger après Mike et Hugo. Donc c'était quand même un accomplissement pour moi et de jouer quand même à un club comme c'est une belle institution du water-polo italien, Telimar. Donc c'était quelque chose voilà vraiment d'énorme pour moi et de découvrir l'un des meilleurs championnats au monde qui est la Serie A, quoi.
Ça s'est finalisé quand? Et t'as signé un bail de combien de temps? Tu signes une saison, deux? Comment ça se passe? Ça s'est finalisé il y a à peu près une semaine, un peu moins d'une semaine, donc vraiment jusqu'au dernier moment. J'étais vraiment entre guillemets sans club, si on peut dire. Même si enfin, je pense que j'aurais toujours pu avoir l'option de rester au cercle une saison de plus. Voilà, je pense que le club aura accepté, mais avec des conditions plus compliquées, parce que j'aurais pu jouer là avec des champions, parce qu'on a été 3 gardiens. Donc moi, j'ai vraiment cherché à voilà à trouver un club où je pourrais vraiment entre guillemets passer un cap, dans le sens, c'était vraiment une volonté de ma part de partir du cercle. Donc je voulais vraiment me challenger, me mettre vraiment dans entre guillemets de relever vraiment ce défi-là, d'aller dans un autre championnat. Mais Arshak, Et juste une chose. Donc, quand Romain mm, Burle fait la petite cérémonie d'hommage à la fin du match contre Strasbourg, à ce moment-là, tu es donc partant du cercle, mais t'as toujours pas le club là. c'est ça, j'étais en discussion, mais j'avais toujours pas de, jusqu'au quasiment, je sais pas quelle date on est, mais jusqu'à quasiment 6, 7, 8 juillet, j'étais en discussion et j'avais toujours pas de club. Donc, c'est vrai que nous être sans club quasiment début juillet, c'est assez inédit, et ça s'est fait vraiment au dernier moment. Donc, pour l'anecdote, c'était vraiment incroyable. Donc, d'ailleurs, même avant on fasse le cri de guerre, j'ai dit à mes coéquipiers que c'était un plaisir d'avoir joué avec eux, parce que je savais pas si j'allais peut-être rester ou partir, quoi. Enfin, je savais que j'allais partir, mais avec une petite possibilité peut-être de rester si je trouvais rien. Donc j'ai quand même dû, je pouvais pas faire entre guillemets de speech d'avant avant finale, ou de dire à mes copiers que je partais, parce que bah je savais toujours pas où j'allais. Donc j'étais un peu pris entre deux eaux. Donc c'était assez et émotionnellement c'était compliqué à gérer aussi, pour moi. Donc j'ai dû faire avec. Est-ce que la signature du gardien Nick Porter, du gardien australien de l'équipe nationale, est-ce que ça t'a poussé dans ton choix de partir, ou est-ce que ça a été un élément déclencheur pour toi ou pas? Honnêtement, non, parce que pour être vraiment honnête, j'ai dans tous les cas, le cercle aurait toujours cherché à prendre un autre gardien de niveau international, comme ça a été le cas tous les ans. Enfin, chaque, on va dire, bon, ça a été le cas à chaque fois qu'il y avait un gardien de niveau international qui venait, et que voilà, on faisait la paire tous les deux. Mais c'était vraiment plus voilà vraiment une réelle volonté de ma part de me dire que voilà que il faut que j'essaye un autre voilà dans un autre avec un autre projet, d'essayer dans un autre enfin, surtout si je partais, moi je savais que je voulais pas rester en France, je voulais vraiment aller à l'étranger. Ouais. Donc je savais pas si ça aurait été dans les Balkans ou en Italie ou en Espagne, mais je voulais vraiment partir. Mais c'était vraiment une volonté de ma part de partir. Ça, le fait qu'il y ait Nick Porter qui vienne ou pas, ça a pas trop impacté mon choix. Honnêtement, c'était vraiment moi qui a voulu qui a un peu tout fait pour essayer de trouver un autre projet pour vraiment passer un cap, et vraiment voilà élever mon niveau de jeu. On a un autre joueur, un enfant du cercle qui s'expatrie, hein, les joueurs français ont une petite cote à l'étranger, puisque Matteo Lena rejoint aussi le championnat d'Italie dans un autre club. Lui, il va à De Hacker Bologne. Alors, on a Denis Docarmo qui revient, lui, d'Italie pour retourner à 7, et on a vous deux qui partez en Italie. C'est plutôt pas mal, quand même, d'avoir des joueurs comme ça qui arrivent à intéresser des clubs étrangers, et c'était pas si fréquent que ça avant. C'est plutôt une bonne nouvelle pour notre petit Polo. Ah non, je suis vraiment content pour Matteo, pour Denis aussi qui a joué à Salerno. Hugo a un peu il a un peu montré la voie en allant, en étant pas le premier, parce que je crois qu'il y avait peut-être, s'il y avait Matteo et son Aurélien Cousin qui avait déjà joué à l'étranger, si je me trompe pas. Donc Hugo a été un peu le premier, on va dire, à montrer, voilà, à montrer la voie. Et derrière, il y a eu d'autres joueurs enfin, qui ont suivi. Donc voilà, enfin, c'est bien pour les joueurs, c'est bien pour le polo français, c'est bien pour tout le monde en général. Donc j'espère que ça va continuer. Il y a aussi j'ai oublié de citer Mathis Mas qui a signé à Mataró. Donc voilà, il y a eu à l'époque il y avait aussi Midi et Rémi Sodadier qui était à Spandau. Donc il y a eu, ça se fait de plus en plus. À votre époque, je sais que c'était pas du tout fréquent d'aller à l'étranger. Donc c'est une bonne chose pour le polo français, et que j'espère que ça va continuer. Est-ce que le fait de t'expatrier, tu as fait quelques piges en équipe de France, est-ce que tu as dans un coin de ta tête Los Angeles 2028 si l'équipe de France se qualifie? Bah, honnêtement, c'était je vais pas dire c'était pour ça,
mais c'était pour plusieurs raisons. Donc la première que je citais, que c'était pour passer un cap, pour vraiment essayer entre guillemets, de voir autre chose. J'avais besoin de changer quelque chose à mon quotidien pour aussi pouvoir réussir à garder cette motivation et cet enthousiasme, parce que bon, on a joué 20 ans dans le même club. Au bout d'un moment, après, peut-être on a besoin d'aller voir ailleurs pour retrouver un nouveau souffle. Donc là, oui, clairement pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, si on arrive à se qualifier, c'est le plus gros objectif pour moi, plus que le fait de gagner peut-être un trophée en Italie ou quelque chose comme ça. Même si bien sûr je ferai tout pour voilà pour faire la meilleure saison possible avec Télimar et qu'on aille le plus haut possible. Mais c'est sûr que l'équipe de France, ça reste le plus beau objectif. Et voilà, dans 2 ans, j'aurai 31 ans, donc ce sera ma, si on peut dire ça, dernière chance pour faire les Jeux, parce qu'après j'aurai 35 ans pour les Jeux de Brisbane, et ce sera un peu un âge quand même avancé pour essayer de participer aux Jeux une première fois. Donc oui, clairement, les Jeux de Los Angeles, c'est mon gros objectif. Et voilà, j'ai 2 ans pour tout mettre en œuvre. Et j'ai oublié de répondre à la question de combien de temps j'avais signé. J'ai signé 1 an plus une deuxième année en option, donc 1+1. À la base, le club voulait partir sur 2 ans. Moi, j'ai demandé au président est-ce qu'on pouvait faire 1+1. Il m'a dit qu'il était OK. Voilà, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Comme ça, selon comment ça se passe la première année, j'avais une possibilité de rester ou de partir. Là, tu nous parles de Los Angeles et de Brisbane où tu auras 35 ans, mais on voit que maintenant les conditions économiques des joueurs étant bien meilleures que ce qu'elles étaient dans le passé, les carrières durent quand même plus longtemps. Est-ce que tu te vois, est-ce que tu te projettes un peu? Est-ce que tu te vois continuer longtemps? Est-ce que tu as toujours le même appétit, ça je suppose? Mais est-ce que tu te vois faire une carrière à long terme, 38, 39, pourquoi pas 40 ans? Ou est-ce que tu vois des échéances beaucoup plus courtes et tu fais le point saison par saison? Comment tu te vois dans 7-8 ans? Alors, c'est intéressant parce que quand j'étais petit, je disais toujours que j'allais jouer le plus longtemps possible jusqu'à 40 ans. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, parce que j'ai toujours tout fait j'ai toujours tout fait au cours de ma carrière pour réussir à avoir vraiment une bonne hygiène de vie, pour pas me blesser, pour pouvoir durer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à 29 ans, bon, je touche du bois, j'ai jamais été blessé. Donc, ce qui a fait aussi que j'ai pu durer, entre guillemets, et faire des saisons complètes avec le cercle, où voilà, je ratais pas de match pour blessure ou autre. Donc, il y aura beaucoup de paramètres, mais la volonté de ma part de continuer très longtemps est liée. Mais après, comme on dit dans la vie, il y a des choses qui s'immiscent, et comme le fait après de fonder une famille, ou des opportunités professionnelles qui se présentent, qu'il faut saisir ou non. La stabilité aussi, on va dire, géographique, par rapport au fait forcément après, quand en fin de carrière, on a plus envie de revenir et de vivre proche de là où on a grandi et vécu. Donc, il y aura tous ces paramètres à prendre en compte. Mais de mon côté, si à chaque fois je m'y retrouve au niveau sportif, financier, c'est sûr que la volonté de continuer jusqu'à 40 ans, elle est liée. Mais après, il faut aussi préparer l'après. Donc, jouer longtemps aussi, ça peut être aussi un frein sur le fait de rentrer dans le marché du travail, si on veut faire autre chose, quoi. Donc, c'est difficilement dur de prédire ça. Alors, on avait reçu à ce micro tes coéquipiers, tes ex-coéquipiers maintenant, Romain Marion Vernou et Alexandre Bouet, qui avaient un double projet. Ils faisaient des études à côté avec voilà, des perspectives professionnelles différentes du water-polo. Qu'en est-il de ton côté? Est-ce que tu suis une formation, ou quelle formation tu as suivi jusqu'à présent? Ça serait quoi potentiellement après le water-polo? Pour la petite anecdote, c'est drôle, parce que juste aujourd'hui, j'avais commencé à faire un stage d'immersion, et un stage aujourd'hui pour la première fois à la Provence, en tant que pour le journaliste sportif. Donc c'est une des choses qui me plairait après ma carrière, de faire d'être, on va dire, journaliste sportif, ou d'être, on va dire, consultant, chroniqueur. Honnêtement, surtout dans le foot, parce que c'est une de mes très très grosses passions. Je suis vraiment passionné par le foot depuis que je suis petit. Donc j'irais, si ça se fait, j'irais journaliste sportif. Après, je sais pas dans quel registre et de quelle manière je le ferai. Si je bosserais plus
à Paris avec des trucs là-bas ou plus sur des trucs locaux avec la Provence à Marseille, mais on va dire rester dans le monde du sport. Et pour l'instant, je dirais le fait de rester le journalisme sportif, si on peut dire ça. À Télimar, ils t'ont dit que t'as une place de premier gardien ou comment ça se passe? Bah, j'ai pas eu de discussion encore avec l'entraîneur. On va savoir, je vais l'avoir cette semaine. Potentiellement, le gardien qui vient de Bologne, ça serait lui qui serait plus à même à commencer. Mais Mike, qui avait eu le président, il avait dit que potentiellement il y aurait la place pour celui qui serait le plus compétitif et le meilleur. Donc, moi, j'ai pas eu encore de discussion là-dessus, mais j'aurais pu répondre à la question si j'avais eu l'entraîneur. Mais potentiellement, que le gardien qui vient, c'était le gardien de De Aker, qui sortait d'une grosse saison. C'est un jeune gardien italien. Donc, potentiellement, ce serait plutôt lui, mais bon, à voir comment ça va évoluer parce que bon, j'ai connu ce registre-là où que le gardien en face, il a des méformes ou des blessures ou peu importe. Donc, il faudra rester prêt, il faudra travailler plus dur que les autres et on verra comment ça se passe. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de truc vraiment écrit ou dit directement. Et concrètement, c'est quoi là? C'est départ quand pour la Sicile, des reprises de l'entraînement? C'est parce que ça va arriver vite, on est mi-juillet. Tu t'installes là-bas quand? Et une reprise qui est prévue le 31 août. Moi, je vais reprendre en amont bien avant avec le cercle début août. Je vais suivre toute la prépa avec le cercle tout début août. Enfin, là, je m'entraîne encore. Je continue me maintenir, à faire des muscles. Je vais reprendre début août avec le cercle, je pense. Et donc, il y a une reprise le 31 août et je partirai là-bas quelques jours avant pour commencer à m'installer et voir un peu, prendre un peu mes marques sur place. Et ensuite, on a, je crois, du 11 au 12. Je crois qu'ils nous ont dit on a un stage en commun avec Ortigia et peut-être ensuite 17-18 on a un stage avec Posilipo Naples. Donc voilà, ça va arriver assez rapidement. Donc faudra arriver prêt là-bas. Ben écoute, on te souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure. On espère d'avoir des nouvelles. Donc peut-être soit à ce micro, si on restera en contact, peut-être nous raconter un petit peu ce que tu vis là-bas et Bien poursuivre un sûr. peu ton aventure. Où est-ce que on peut suivre Arshak? Où est-ce que vous pouvez me suivre sur Instagram? J'essaierai de poster régulièrement un peu je veux dire, les coulisses, enfin, les résultats des matchs, les interviews d'après-match je pense qu'il y en aura sur les différentes chaînes de télé italiennes qui diffuseront les matchs. Donc puis bon après même avec vous si vous voulez on peut faire comme un feedback de ce qu'il y a eu en décembre, janvier, et un autre feedback en mai, juin quand la saison elle est terminée. Donc voilà sur Instagram et c'est avec vous après si vous voulez refaire une mise à jour, quoi, on va dire. Rendez-vous est pris. Arshak, tu Super. es d'origine arménienne. Tu joues au poste de gardien. Tu vois tout de suite le rapprochement que je veux faire. Il y a eu un illustre gardien au cercle Ouais. qui s'appelle Armand Michaelian. Est-ce qu'il a été une source d'inspiration pour toi? Est-ce qu'il t'a suivi un petit peu pas à pas? Est-ce qu'il a été un petit peu une espèce de père protecteur pour toi? Ou est-ce qu'il t'a regardé comme ça de loin? Est-ce que Armand a eu un rôle dans ton éclosion au cercle? Malheureusement, c'est quelqu'un que j'ai pu côtoyer, que malheureusement j'aurais aimé côtoyer plus longtemps avant qu'il nous quitte, mais que oui, j'ai pu prendre tout ce que j'ai pu prendre de lui. On a pu avoir des discussions et quelques matchs de beach polo au cercle, mais oui, il m'avait donné des conseils, mais c'est quelqu'un que j'aurais vraiment aimé pouvoir connaître et fréquenter plus longtemps parce que je pense qu'il aurait vraiment pu m'apporter des choses qui m'ont vraiment apporté même au-delà du sport et du water polo. Donc c'est quelqu'un oui j'ai pu côtoyer, on avait une relation, mais que je pense pas qu'on a eu la relation qu'on aurait dû avoir si nous avait pas quitté aussitôt. Pour finir l'épisode, on a pour habitude de demander à nos invités qui ils aimeraient entendre à ce micro à leur place. Est-ce que tu as un ou deux noms à nous donner et qui clôtureront cet épisode? Qui j'aimerais avoir Vladan Spajic,
Ok. Ah bon? Il parle français? Et il va pouvoir bricoler, il va pouvoir, il parle de français. Merci Arshak d'avoir répondu à nos questions. Je répète, on te souhaite une belle aventure en Italie pour la saison prochaine et donc rendez-vous est pris. On essaiera de faire peut-être un feedback comme tu nous l'as suggéré, peut-être à mi-saison et en fin de saison. On verra ce qui se passe pour toi là-bas. À suivre, donc on mettra le lien dans la description si vous voulez vous abonner au compte de Arshak pour le suivre. Et c'était notre dernier épisode de la saison 2. On vous souhaite un bel été. On reprendra courant du mois d'août. Et d'ici là, pensez à écouter les épisodes si vous êtes en retard ou à réécouter certaines de nos interviews qui pourraient être rediffusées pendant ce laps de temps. Voilà, ainsi s'achève notre saison 2. On espère que vous avez passé une bonne saison avec nous et on se retrouve bientôt pour attaquer la saison 3. Merci, à bientôt. Merci. Merci, ciao à tous. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.